Alors, je suis très heureux de pouvoir partager à Paris, la capitale du deuxième empire maritime mondial, quelques éléments de réflexion personnelle sur un sujet qui est souvent méconnu. La mer, c'est effectivement souvent associé à du loisir, mais on n'imagine pas trop ce qui se passe au large, à part ceux qui ont tenté l'aventure. Et donc je vais m'efforcer d'entrouvrir un petit peu cette porte-là et de vous amener sur ces eaux-là. Pour ce faire, je m'appuierai sur une expérience particulière que j'ai vécue durant 3 années dans ma carrière d'officier de gendarmerie, puisque j'ai eu le bonheur, je mesure les termes que j'emploie, le bonheur de diriger un service de police judiciaire dédié au monde maritime. Donc en clair, mon terrain de jeu, c'était 70% du globe, puisque les océans recouvrent 70% de ce qu'on appelle malheureusement la Terre, finalement une partie congrue. Et donc j'appuierai mes démonstrations avec quelques exemples concrets pour vous dire que ce n'était pas simplement un cours très universitaire, il y a aussi une dimension concrète que je souhaite partager avec vous. Alors, en ce début d'année, moi je vous invite à oublier Paris, à oublier le lycée Blomet, à porter vos regards au large. Alors, le port le plus proche d'ici, c'est le Havre, donc imaginez-vous au port du Havre, le bruit des mouettes, le vent, les porte-conteneurs qui rentrent dans ce grand port français et européen. Pour ceux qui aiment plus l'exotisme, imaginez-vous à bord d'un bâtiment de la Marine nationale dans les eaux plus chaleureuses de la Polynésie française. Ou pour d'autres qui préfèrent un peu plus le risque, imaginez-vous dans des frégates dans le golfe de Guinée en train de traquer les pirates, puisque ça existe toujours, les pirates qui vont s'attaquer à des supertankers qui se destinent à venir chez vous, vous apporter du pétrole par exemple. Donc larguons les amarres, cap au large, c'est parti. Alors, si on reprend quelques images de la crise sanitaire, donc pas celles qu'on nous présente habituelles, mais quelques focus que je voudrais aborder avec vous, qui révèlent le lien de dépendance que nos économies, que notre vie entretient avec l'univers maritime. Je vais prendre 3 exemples. Tout d'abord, on a vu des images de dizaines de pétroliers qui étaient au large des côtes américaines et qui attendaient que des cuves se vident de manière à déverser l'or noir. Donc là aussi, on voit bien, la pandémie a un peu gelé la vie économique, mais néanmoins, un bateau qui quitte le Nigeria ou qui quitte d'autres champs pétrolifères, il a une trajectoire, et quelques dizaines de jours plus tard, il arrive, et ensuite, il faut qu'il y ait un écoulement, il faut que la Terre puisse absorber l'ensemble de ses biens. Deuxième image, c'est ce qu'on vit encore un peu aujourd'hui, c'est des pénuries dans des magasins. Donc je suis un peu bricoleur, je cherchais des fenêtres, des Velux. Actuellement, il n'y a plus de Velux, puisque les lieux de fabrication ne sont pas forcément dans l'Hexagone. Ils sont approvisionnés par voie maritime, rupture d'approvisionnement. Et dans cette rupture d'approvisionnement, il y a aussi actuellement une grande désorganisation des vecteurs de l'économie internationale qu'on peut représenter par ces porte-conteneurs, par ces conteneurs, ces grosses caisses métalliques, qui sont un peu l'équivalent des amphores de l'Antiquité. Ces conteneurs métalliques ne sont pas au bon endroit. Donc il faut les remplir, on a de quoi les remplir, mais il manque le contenant. Et donc il y a actuellement une pénurie de ces éléments-là. Et la pandémie a complètement dérégulé l'ensemble de cette économie mondiale qui est fondée sur la mer. Alors M. Verluise a employé un mot, un néologisme, la maritimisation. Donc c'est vraiment l'image que je veux que vous reteniez de cette intervention. Notre vie économique, notre vie sociale, souvent, je pense aux loisirs, notre énergie, les communications. Je vois que vous avez tous forcément des téléphones, vous avez tous des emails. 99% des données numériques empruntent les océans, empruntent les câbles sous-marins. Voilà. Et pour définir ce que c'est que la maritimisation, et là je sais que je m'adresse à des géographes dans cette salle, il y a un fameux géographe maritime et portuaire qui s'appelle Alain Vigarier qui est décédé et qui a beaucoup écrit sur le phénomène de la maritimisation. Et il dit dans un de ses ouvrages, il faut avoir présent à l'esprit que la maritimisation du monde est un phénomène irréversible.
On ne fera pas machine arrière. Donc un phénomène irréversible et croissant. Et les nations, dit-il, se tournent de plus en plus vers la mer. Elles y développent sans cesse leurs intérêts. Et donc moi je vais vous évoquer tout ça avec un prisme qui est singulier, qui est lié aussi à ce que je pourrais qualifier d'une déformation professionnelle. Je vais voir ça avec un œil effectivement maritime, mais un œil aussi orienté avec un point de vue, on va dire, de gendarme, c'est-à-dire sur la menace, sur le risque. Alors, avant de parler du monde maritime, il faut aussi adopter un regard particulier, qui est celui du marin, pour qui le monde est décomposé en plusieurs espaces. Je mets de côté la Terre, puisque la Terre, c'est pas son milieu naturel, c'est la mer. Et donc pour lui, et pour moi aussi, il y a deux grands espaces dont il faut avoir connaissance. C'est ce qu'on appelle la mer territoriale. Je vais définir ces termes-là. Et ensuite, un autre terme que vous employez souvent, probablement souvent, qui est la zone économique exclusive, la ZEE. Donc avant de commencer, on va définir ces deux termes, puisque ces termes définissent une grille de lecture qui est fondamentale et qui permet d'appréhender les événements maritimes d'un point de vue juridique, juridiquement établi. La mer territoriale, donc, c'est un espace maritime. Alors c'est pas la plage, c'est un peu au-delà de la plage. Donc on va prendre la moyenne des eaux à marée basse, on va définir une ligne annuelle, et à partir de cette ligne-là, on va tracer un trait en profondeur en allant vers le large de 12 000 nautiques. Donc j'imagine que vous connaissez par cœur la conversion en kilomètres. 12 000 nautiques, ça nous fait 22 kilomètres. En clair, c'est la tour Eiffel au château de Versailles, pour vous signifier un peu les espaces. C'est la mer territoriale, c'est le prolongement du territoire national. Donc les droits de police, les droits de douane sont aussi extrêmement marqués. Par différence, la zone économique exclusive va partir de cette ligne des 12 000 nautiques et va aller plus au large sur 200 000. 200 000 nautiques, ça fait... Donc j'ai des littéraires, donc je ne vais pas vous piéger là-dessus. C'est l'équivalent de 370 km, donc c'est Paris-Rennes. Précisément, c'est Paris-Rennes. Donc vous voyez la distance. C'est une zone dans laquelle l'État côtier, donc on va dire en l'occurrence la France, peut exploiter la colonne d'eau, donc toutes les ressources halieutiques qu'il y a dans cette colonne d'eau. Et tous ces éléments-là ont été définis par un texte fondamental dont vous devez connaître. Donc c'est la seule convention internationale que j'ai retenue dans mes études à Saint-Cyr, c'est la convention de Montego Bay. Donc le terme sonne bien. Montego Bay, donc c'est une ville de Jamaïque, et c'est un texte fondamental, une convention internationale. On l'appelle aussi par ailleurs la Constitution de la mer, pour vous montrer le caractère central de ce texte normatif. Et c'est un texte qui est l'aboutissement d'un très long processus qui a permis de légiférer sur les activités humaines en mer, quels sont les droits du pavillon, de l'État du pavillon, les droits de l'État côtier, qui peut procéder à des activités de pêche en haute mer, donc en haute mer, dans les zones économiques exclusives ou dans les eaux territoriales par exemple. Ce texte a été ratifié le 10 décembre 1982, mais il a fallu attendre 12 ans, attendre donc le 16 novembre 1994 pour qu'il puisse entrer en vigueur. Il fallait un nombre suffisant d'États l'ayant ratifié pour qu'il puisse être applicable. Et peut-être ne savez-vous pas qu'un certain nombre d'États ne l'ont pas ratifié. Alors on applique les principes mais ne l'ont pas ratifié. Je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance maritime du monde. Donc voilà pour la grille de lecture, mer territoriale, zone économique exclusive, Montego Bay. Donc là, c'est les trois choses fondamentales. Donc on a dit que la France promet deuxième puissance maritime, avec une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés. Alors je sais aussi que par ailleurs, vous avez l'outre-mer au programme, donc on va faire un petit focus pour l'outre-mer. L'outre-mer français représente 97% de la zone économique exclusive. Ce qui est énorme.
Et la France, avec ses 11 millions de kilomètres carrés, représente 8% de la surface des zones économiques exclusives du monde, donc 8%, pour moins de 0,5% de la superficie terrestre. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Une île, vous faites vos 200 000 nautiques autour, et donc vous avez effectivement une superficie qui est extrêmement importante. J'ai parlé de la Polynésie, pour ceux qui voulaient un peu d'exotisme. La Polynésie, c'est 40% de la zone économique française. C'est l'équivalent de l'Europe, quasiment, comme superficie. Donc là, tout de suite, vous voyez cette notion de gigantisme. Donc déjà, Paris-Rennes, c'est quand même important comme distance. Là, la Polynésie, c'est l'équivalent d'une ZE. La ZDE polynésienne équivaut à une grande partie de l'Europe continentale. Donc vous imaginez en matière de sûreté, il faut protéger tout cet espace-là. Il faut mettre, je reprends mon image de gendarme, une estafette, donc un bateau sur ces eaux-là. Donc vous imaginez les responsabilités que ça impose en matière de souveraineté. La Polynésie, c'est plus de 5 millions de kilomètres carrés. 5 millions, donc c'est-à-dire 10 fois la superficie de la France métropolitaine, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Clipperton, donc j'imagine que vous savez tous où est Clipperton. Hein, c'est au large du Mexique. C'est un anneau de 1,6 km², donc c'est pas habité, on a essayé d'y vivre, on n'a pas réussi. Beaucoup de crabes notamment. 1,6 km², c'est 400 000 km² de ZE. 400 000, c'est un peu moins que la superficie de la France métropolitaine. Donc en mer, tout est gigantesque pour notre regard de terrien. Et la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a fait le référendum il y a peu de temps, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus de 1,3 million de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Donc c'est-à-dire, après la Polynésie, c'est la plus grande superficie. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, on a vu le gigantisme, on a vu la responsabilité en matière de souveraineté que tout cela imposait pour la France. Moi, je vous ai annoncé en introduction que je prendrais un parti pris, un œil qui est celui d'un enquêteur, un regard de sûreté. Et donc je vais évoquer avec vous une menace. Je ne vais pas évoquer les menaces militaires, d'autres le feront mieux que moi. Je vais évoquer des menaces qu'on peut appeler interlopes, asymétriques, des menaces grises, qui relèvent de la criminalité organisée, qui est un concept que je vais définir par la suite. Et lorsque ce crime, lorsque ces syndicats criminels, ces organisations criminelles prennent la mer, j'appelle ça la thalassocratie criminelle. Donc vous avez fait l'histoire de l'Antiquité, on a vu donc les thalassocraties athéniennes et romaines, mais moi je l'applique aussi ce concept-là au crime organisé. Et donc moi je vais vous présenter ces menaces maritimes par ce prisme-là. Alors pour ce faire, je vous propose dans notre logique maritime 3 petites escales. La première, ces menaces maritimes ne sont-elles pas un impensé stratégique? On n'en parle jamais. Est-ce que ça existe ou non? Deuxième escale, on va définir ce que c'est que la thalassocratie criminelle. On va la définir, la décrire et se poser la question de savoir si ça ne peut pas être aussi un acteur des relations internationales qui pour le coup ne signe aucune convention, contrairement aux États. Et notre conclusion, c'est quelle réponse apporter à ces menaces maritimes grandissantes, en évitant aussi d'être anxiogène dans mes propos. On finira sur une marche positive. Alors, première escale, menace maritime, impensé stratégique, oui ou non? Alors effectivement, lorsque vous regardez sur Internet, vous faites quelques recherches, il n'y a pas grand-chose, ni en France, ni ailleurs. Il y a quelques illuminés finalement qui s'y intéressent dans les pays nordiques, un petit peu en Afrique du Sud et un petit peu en Amérique, mais il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Mais qu'est-ce qu'on entend par menace maritime? On va commencer par quelques définitions. Si je vous pose la question, il y a quelques images qui vont vous revenir. Alors les pirates, probablement, on a tous rêvé de pirates dans notre enfance, il y a pas mal de romans là-dessus. Mais ça, je mets de côté ces menaces, on va dire, humaines. Il y a aussi des menaces, on va dire, naturelles ou liées à la navigation maritime. Mettez-vous à la place des marins, quels sont vos 2 ennemis? Que votre bateau prenne feu et que l'eau rentre dans votre navire. Hein, donc les 2 premières menaces qu'on va aborder, c'est des menaces qu'on appelle liées à la sécurité maritime, en anglais safety,
Donc ce sont des risques d'origine naturelle ou provoqués par la navigation. Risque naturel, une tempête par exemple. Mais la tempête, si c'est un petit bateau, ça a des impacts limités, mais lorsque c'est un bâtiment de croisière avec 4 ou 5 000 personnes à bord, c'est pas la même chose. Lorsque ce navire de croisière prend feu, c'est pas comme à Paris où les pompiers vont arriver et vont éteindre votre feu rapidement. Vous êtes isolé au milieu de l'océan, ben voilà, ça c'est une véritable menace. Je pense au Titanic, donc 1912, qui est un fait important, un beau bateau, un beau navire à passagers, première sortie, manque de peau, il se prend un iceberg, et donc la coque s'éventre et le bateau sombre. Cette affaire a généré un choc énorme dans l'univers maritime de l'époque, juste avant le déclenchement du conflit mondial, et ça donnait lieu à une convention internationale, ce qu'on appelle la convention SOLAS, qui est l'acronyme d'un mot anglais qui est Safety of Life at Sea, Safety of Life at Sea. Et donc c'est un premier texte fondateur au niveau international qui a imposé un certain nombre de mesures de sûreté et de la navigation maritime. Donc si vous regardez le fameux film sur le Titanic, il manquait des gilets de sauvetage. On va définir le nombre de gilets de sauvetage à bord de ce navire. Dans les années 70, avec les événements pétroliers, eh ben, on a construit des navires-citernes, des tankers, et certains, hein, vous étiez paniers probablement pour la plupart d'entre vous, mais certains ont heurté des récifs. Donc les Bretons sont marqués par la Moko Cadiz, hein, qui a déversé plus de 200 000 tonnes de pétrole brut sur les côtes bretonnes. Et là aussi, on voit l'impact d'un risque maritime, puisque même si ce bateau a sombré, bah, tant que la dernière goutte de pétrole ne s'est pas enfuie de ses réservoirs, bah, régulièrement, il y a des remontées d'hydrocarbures, et donc les pollutions se maintiennent. Donc un risque maritime, il est palpable dans le temps et dans l'espace, et sur un temps et un espace assez important. Deuxième menace, deuxième notion, donc la sûreté. Donc là, revenez à votre image des pirates. La sûreté, donc, ce sont des mesures, c'est une révolution en fait dans l'univers maritime, puisqu'on a considéré que l'homme pouvait devenir une menace. Précédemment, la menace, c'était la tempête, le vent, la mer, et ensuite, donc, éventuellement, la terre, les récifs. Là, l'homme peut devenir une menace. Et l'élément majeur qui est apparu dans l'histoire de l'humanité, il est assez récent, c'est un fameux 17 octobre 1985, en mer Méditerranée, où un navire qui s'appelait donc l'Achille Lauro, L-A-U-R-O, un navire de croisière, qui appareillait à partir de Gênes et qui se dirigeait vers le sud de la Méditerranée, Méditerranée orientale, sauf qu'à bord montent des terroristes d'une organisation palestinienne qui prennent en otage les membres, donc les passagers de ce navire. Donc en mesurant la comparaison, mais c'est un peu un scénario ça peut être un scénario d'acte terroriste en mer qu'on appelle Bataclan, un type de Bataclan sur mer. Donc là aussi, vous imaginez la solitude de l'équipage qui n'est pas armé. On n'appelle pas la police qui vient de manière immédiate. Donc là, on est isolé aussi. Et donc, on a compris que le risque pouvait aussi venir de l'homme et qu'il fallait se garantir. Et le premier texte, la première convention internationale qui apparaît, date de 1988, qui est la Convention de Rome, la Convention SUA, Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Life, donc un texte qui vise à lutter contre tous les comportements liés à la prise d'otages en mer, des prises de contrôle de navires ou des actes de violence en mer. Donc vous voyez, deux choses à retenir de ces premiers éléments. Mer égale international, le droit, c'est du droit de droit public international issu de conventions. Et vous voyez qu'elles viennent tardivement, on a mis du temps à normer cet espace. Et dans ce contexte international, grands espaces, éloignement par rapport aux terres, absence finalement du policier ou du magistrat dans ces grands espaces, on a eu du mal à quantifier je reprends mes termes professionnels, les infractions, les actes de malveillance en mer. Et l'absence de statistiques, l'absence de données chiffrées sur ces phénomènes-là a généré ce qu'on appelle dans le jargon un chiffre noir, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas documentée, et donc finalement ce n'est pas réellement un problème puisque ça n'existe pas.
Et dans ce sens, on peut dire que ces menaces maritimes sont quelque part une sorte d'impensé stratégique, puisqu'on a du mal à les matérialiser par des données statistiques qui peuvent faire prendre conscience de l'importance d'un phénomène. Et donc ce soir, comme le disait M. Verluise, vous allez être des chanceux, puisqu'on va pouvoir vous en parler, et j'espère le faire de manière concrète. Poursuivons notre voyage. Deuxième escale, la thalassocratie criminelle peut-elle être une clé de compréhension des relations internationales? Autrement dit, est-ce que ces puissances criminelles peuvent agir sur le cours des relations internationales, peuvent être considérées comme un acteur de poids en matière de permanence des équilibres interétatiques? Alors qu'appelle-t-on le crime organisé, la thalassocratie criminelle pour ce qui va nous concerner? Là aussi, je vais m'appuyer sur une convention, c'est la convention de Palerme, qui en 2000 a défini de manière universelle ce qu'il fallait entendre par le crime organisé. Alors comme son nom l'indique, c'est une organisation, c'est une structure organisée, et la définition internationale retient l'existence de 3 personnes. Donc à part le véliplanchiste ou le solitaire en mer, généralement en équipage il y a plusieurs personnes, il y a au moins un commandant à bord, il y a un mécanicien et il y a des membres d'équipage. Donc on a d'emblée ce schéma, et ce schéma peut être aussi agrandi par des contacts à terre, puisque vous le savez, l'homme ne vit pas en mer, et s'il y a des trafics, s'il y a des organisations criminelles, c'est aussi pour faire un profit, et ce profit, il est réalisé à terre. Donc on a parfaitement ce système d'organisation. Et ensuite, le but de cette organisation, c'est de commettre des infractions graves en groupe, en bande organisée, comme le dit le droit pénal français, qui sont liées à des activités criminelles, donc répréhensibles, au blanchiment, donc c'est-à-dire la réintégration du profit criminel dans l'économie illicite. On a de la corruption, pensez dans les ports, lorsque des gens doivent sortir une tonne de cocaïne d'un conteneur au Havre, il faut quand même quelques appuis dans le port, chez les dockers, chez différentes organisations logistiques dans cet univers-là. Et ensuite, ces gens-là entravent le fonctionnement de l'ordre public général. Alors, je vais vous proposer une grille de lecture pour appréhender cette réalité-là. Comment les espaces océaniques sont conçus par ces organisations-là? Elles sont d'abord conçues comme un théâtre d'opération, un espace dans lequel ils vont pouvoir agir. Quel type d'infraction, quel type de faits vont-ils commettre? Si je vous interroge, je pense qu'assez vite vous allez parler des atteintes à l'environnement. J'ai parlé du pétrolier, donc on a parlé aussi de dégazage, donc des gens qui vont nettoyer les cuves en mer et rejeter les produits polluants dans les espaces océaniques. C'est aussi des réalités liées à la pêche illégale, j'y reviendrai. Et aussi des transports, des trafics de déchets qui peuvent être aussi faits sur les espaces maritimes. C'est parfois de la contrebande d'hydrocarbures, donc on a eu ça en Méditerranée, l'hydrocarbure de Libye qui était détourné pour venir dans les stations-service de l'Europe. C'est aussi des cyberattaques qui peuvent toucher des installations portuaires. Donc comme vous savez que 90% de nos biens, de vos ordinateurs, proviennent d'Asie ou d'autres endroits, tout ça est véhiculé par voie maritime, et si le bateau n'arrive pas au bon endroit, ça peut poser un problème. Ces cyberattaques peuvent aussi toucher les navires, et provoquer ensuite éventuellement l'échouement de ce navire sur un haut fond, et donc une pollution maritime par exemple. La piraterie, on l'a évoqué, le terrorisme, on l'a aussi évoqué. Mais pour ces organisations, la mer, c'est aussi, comme pour les industriels ou les organisations économiques, c'est aussi un vecteur. Les biens issus d'un trafic, des médicaments contrefaits, des biens volés. Donc là, moi j'ai pu enquêter sur des véhicules volés en Île-de-France, qui étaient mis dans des conteneurs maritimes et qui étaient ensuite revendus en Afrique, dans la bande sahélo-saharienne par exemple. Donc, trafic illicite vont emprunter la mer, tout comme vos ordinateurs ou vos vêtements. Ça peut être aussi un vecteur de détournement d'embargo international. Il y a des pays qui n'ont pas le droit de vendre leurs matières premières dans le cadre d'embargo. Donc là, il y a aussi des manœuvres pour maquiller, pour opacifier le contrôle le contournement de ces embargos. Donc voilà la grille de lecture, donc théâtre d'opérations criminelles. Donc je vis en mer, ou j'utilise la mer comme un vecteur. Maintenant, je vous propose, si vous le permettez, 4 focus différents
pour illustrer mon propos avec des faits concrets, pour vous montrer aussi les réalités criminelles et que mon discours s'appuie aussi sur des réalités utiles. Le premier, j'ai choisi la piraterie, puisque tout le monde, lorsqu'on pense mer, menace, on pense tous piraterie. Ben, la piraterie, ça existe toujours aujourd'hui, c'est pas que dans l'Antiquité, ça existe aujourd'hui. Alors, on distingue là aussi grille de lecture. Piraterie, c'est au-delà de la mer territoriale, donc au-delà des 12 000 nautiques, et entre la plage et les 12 000, entre Paris et Versailles, c'est ce qu'on appelle le brigandage. Ah, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que la piraterie? Donc là aussi, la Convention de Montego Bay le définit, donc c'est l'article 101 pour les plus curieux d'entre vous. Donc elle définit la piraterie maritime ainsi, c'est un acte illicite de violence, donc on est bien dans une sorte dans un acte de violence, de détention, donc on a des prises d'otages des membres d'équipage ou des passagers, de déprédation, donc il y a aussi la destruction à bord, commise sur l'équipage ou sur les passagers du navire et agissant à fin privée. Il n'y a aucune dimension politique. On n'est pas dans le cadre de l'Achille Lauro où là il y a une revendication politique dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Là, en gros, c'est le braquage. Hein, c'est le braqueur qui fait la banque ou le coffre ou le tiroir caisse. Et ce qui est intéressant dans le cadre de la piraterie maritime, c'est qu'on a un rapport asymétrique. C'est-à-dire un petit bateau, un boutre armé par des Somaliens, peut venir défier un tanker des plus grosses compagnies maritimes qui mesure 400 mètres de long. 400 mètres de long, pour un ordre d'idée, c'est 4 terrains de foot bout à bout. Hein. Pour vous donner l'ordre d'idée aussi. Ça, c'est possible. Et plus ça va, plus ces moyens sommaires vont aller au large. Et actuellement, on a notamment dans le golfe de Guinée, les abordages de navires de commerce se font parfois à plus de 400 km des côtes. Donc on a largement dépassé Rennes, on arrive à Saint-Brieuc. Alors, où a lieu la piraterie maritime? Alors, on est actuellement, en gros, 400 faits recensés par an. Actuellement, en 2020, c'est 400 faits connus en moyenne par an. En 2011, donc repassez-vous un petit peu en arrière, on était à plus de 600 faits. Donc il y a une sorte de décrue. Et les grandes zones touchées actuellement, c'est le Nigeria, donc golfe de Guinée, pays effectivement État failli, ressources en hydrocarbures importantes, présence de navires commerciaux importants. On a recensé 42 faits. Hein, 42 faits, quasiment un par semaine. Ensuite, ça vous surprendra peut-être, c'est l'Indonésie. Les détroits asiatiques sont aussi fortement touchés. Donc vous regardez la géographie de la zone, des goulets d'étranglement et des navires de commerce, de l'usine du monde pour rejoindre les foyers de consommation et de revente, peuvent être aussi victimes de piraterie. Singapour avec 28 faits. Et ensuite on a le Yémen, donc dans l'océan Indien, le Ghana, avec un peu moins de 20 faits, et Saint-Vincent et les Grenadines. Est-ce que vous savez où est Saint-Vincent et les Grenadines? Dans les Caraïbes, une petite île des Caraïbes. Voilà. Donc ça se fait de manière différente. Dans les Caraïbes, c'est plutôt des actes commis sans violence, et on va aller sur les navires de plaisance récupérer du matériel maritime qui a une certaine valeur. Par contre, vous allez sur certaines zones d'Amérique du Sud, on va jusqu'à tuer les membres d'équipage. Voilà. Voilà pour donc la piraterie maritime, ça existe. Pour lutter contre, on a mis un certain nombre de moyens. Il y a des task forces internationales qui se mettent en place. Mais en aucun cas, ça interrompt le trafic maritime. Ça le perturbe, mais ça ne l'interrompt pas. Deuxième exemple, la pêche illégale, donc atteinte à l'environnement, mais aussi enjeu de souveraineté. Donc plusieurs fois, j'étais en Guyane. Dans les eaux territoriales de la Guyane, de nombreux bateaux de pêche du Brésil ou du Suriname viennent tremper leurs filets pour récupérer un certain nombre de produits de la mer. On a la même chose en Nouvelle-Calédonie. Hein, des bateaux vietnamiens viennent pêcher en apnée sur les fonds marins, ce qu'on appelle des concombres de mer. Donc je vous invite à regarder sur Internet à quoi ça ressemble. C'est pas très ragoûtant, c'est un peu comme les élans de requin. Et tout ça converge généralement vers des foyers de consommation chinois, puisque ces produits ont des vertus aphrodisiaques, et donc ça vaut le coup d'aller les récupérer. Alors c'est un enjeu de souveraineté, pourquoi? Puisque selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, dans 20 ans, plus de 7 milliards
d'êtres humains dépendront des produits de la mer comme principale source de nourriture. Donc on peut imaginer demain des conflits armés autour du poisson, autour de cette source d'alimentation. Et ensuite, autre chiffre intéressant, en 50 ans, la consommation mondiale de poissons a doublé. Donc ce n'est pas forcément votre plat préféré le vendredi, mais on est actuellement en moyenne à plus de 20 kg de poissons par an et par personne à la surface du globe. Voilà. Alors quelques exemples. Ça peut donner lieu aussi à des trafics internationaux d'espèces protégées. Alors en 2020, les services des douanes de Hong Kong ont saisi plus de 26 tonnes de nageoires de requins séchés qui avaient été dissimulées dans des conteneurs. Donc 26 tonnes égale en gros à la revente 1 million d'euros, une bagatelle, et ça représente 38 000 requins. Donc quand même juste pour récupérer des ailerons, 38 000 espèces. Pour vous montrer aussi, pour illustrer le fait que cette protection de ces espaces, comme la Terre, on protège notre espace terrestre, on protège aussi nos espaces maritimes. Je vais vous citer un cas argentin, donc en Amérique du Sud, qui est assez symptomatique de réalités qui se multiplient actuellement. C'est les gardes-côtes argentines. La garde-côte argentine a coulé en utilisant ses canons un bateau de pêche, un chalutier chinois, donc en 2016, donc c'était il n'y a pas si longtemps, qui venait dans la zone économique exclusive argentine pour pêcher du calamar. Et ce bateau n'a pas obtempéré aux injonctions donc de ce navire, de cette frégate des gardes-côtes argentines, et donc ils ont appliqué la loi du canon, et le bateau a été coulé. Donc vous imaginez les conséquences diplomatiques qu'il peut y avoir derrière. Donc effectivement, ça peut être, on se dit, ce n'est que du poisson, ben oui, mais c'est aussi des enjeux de souveraineté qui s'exercent au travers de la défense de ces espaces maritimes. Voilà. Mais de manière plus proche de nous, vous avez aussi de la pêche, ce qu'on appelle illégale, donc au-dessus des quotas, qui ont eu lieu sur nos frontières maritimes, pas très loin d'ici, dans l'estuaire de la Seine. On a investigué sur une équipe qui pêchait de la moule. Sauf que la surpêche, donc il pêchait au-delà des quantités de son quota, lui rapportait un bénéfice d'1 million d'euros, ce qui représentait plus de 70%. La surpêche représentait 70% de sa production annuelle. Et l'année d'après, 70% de sa production, de sa pêche, était de la sous-taille. C'est-à-dire qu'il avait tellement raclé les fonds de nos eaux territoriales que les moules n'avaient pas le temps de se reproduire. Et donc 70% de ce qui pêchait était invendable puisque la taille était inférieure à ce qui pouvait être commercialisé. Donc ça montre aussi la vulnérabilité de ces espaces-là, mais aussi la nécessité de les protéger. Et lorsque vous voyez par exemple les ZEE françaises avec l'Europe entière pour la Polynésie française, comment on s'assure que d'autres puissances ne viennent pas pêcher sur nos eaux. Autre exemple, les cyberattaques, ça touche aussi l'espace maritime. Donc il y a un mot savant qu'on appelle la marétique, qui est un néologisme qui allie marais, la mer, à ic, qui est celui de la terminaison finale d'informatique. Donc il y a un certain nombre de faits aujourd'hui, d'acteurs criminels, de hackers qui s'en prennent au monde maritime, puisqu'ils ont bien compris que c'était le rouage essentiel de notre économie. Alors, et le spectre de tout ça, le risque de tout ça, c'est quoi? C'est une sorte de cyber-chaos. Puisque si je détourne des navires du port de Rotterdam, qui est quand même le premier port européen, on sera bien en peine de pouvoir achalander nos commerces et de pouvoir avoir une vie normale. Je vais prendre deux exemples parlants. C'est en 2017, il y a un rançongiciel, donc c'est une cyberattaque qui vise à intégrer un malware, donc un logiciel malveillant à l'intérieur de systèmes informatiques, qui dénie à son légitime propriétaire l'utilisation de ses données. Donc en gros, il ne peut plus utiliser ses capacités. Et ce rançongiciel NotPetya, au mois de juin 2017, a infecté 50 000 terminaux de Maersk, terminaux portuaires de Maersk, qui est l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde, ce qui l'a obligé à reprendre de manière manuelle 600 sites portuaires dans 130 pays. Alors là aussi, une petite image.
Un porte-conteneur qui arrive au Havre ou à Rotterdam, il contient en gros entre 15 et 25 000, 20 000 containers, donc containers. Et juste encore une image géographique, si j'enlève ces conteneurs et je les mets sur un train, bah, je pars de Notre-Dame de Paris et j'arrive à Notre-Dame de Chartres. Un bateau, c'est ça, en clair, de manière très concrète. Donc vous imaginez nos dockers à reprendre à la main, avec je ne sais pas trop de quelle manière, le déchargement chronométré d'un bateau de 20 000 boîtes, en mettant les bonnes boîtes au bon endroit, en partant sur les bons vecteurs. Donc certains doivent être déchargés, d'autres doivent rester à bord, de manière manuelle. Donc je pense que l'esprit humain est incapable de le faire. Et comme une escale est une opération financière qui est coûteuse pour un opérateur maritime, l'escale doit être la plus réduite possible. Donc vous imaginez les conséquences financières, et en l'occurrence, ça a été estimé à minima à plus de 300 millions de dollars. Donc le gigantisme. Autre exemple, c'est certains industriels sont capables de prendre, on fait des essais pour prendre le contrôle à distance de navires. Donc là, je vous invite, pour les plus curieux d'entre vous, vous allez sur le site de l'industriel israélien Naval Dome. Il y a une vidéo qui montre comment ils ont détourné un navire en rentrant dans un certain nombre de sujets, de fonctions du navire. Le temps passe, je vais raccourcir sur les menaces. Je vais juste prendre l'exemple du narcotrafic maritime. Hein, vous avez dû voir en fin d'année dernière, il y a un vraquier, le Trudy, un vraquier libérien, qui a été arraisonné par les douanes françaises au large de Cherbourg en pleine tempête. On y trouve une tonne de cocaïne, plusieurs millions d'euros à la revente. Ce bateau est ensuite immobilisé au port de Dunkerque. L'équipage placé en garde à vue, bien évidemment. En pleine nuit, arrivent des gens malfaisants qui cherchent à rentrer de force dans le port, parce que visiblement, au-delà de la tonne de cocaïne qui avait été saisie, il devait en rester d'autres à bord du navire. Lorsqu'on retrace ce navire, on voit qu'il vient d'un petit port fluvial de l'Amazone. Donc là aussi, l'Amazone, pour les géographes, c'est 9000 km de long. Et de là, ça rejoint la France. Donc vous imaginez, production en Bolivie, dans les montagnes, c'est reconditionné, ça emprunte le fleuve, un véritable autoroute, l'Amazone, ça monte dans un navire, et ensuite, donc, ça revient en Europe. Donc là, c'est un véritable souci. Et ça montre aussi, un terme un peu savant, un néologisme, cette espèce de logistisation du monde. En fait, le monde est devenu de plus en plus logistique et ça dépasse l'entendement lorsqu'on voit les flux des navires. C'est vraiment conséquent. Et aussi la difficulté qu'on a à assurer la sûreté sur un porte-conteneur, par exemple, de 20 000 boîtes. Et un navire, c'est plein de cash, donc c'est plein d'enjeux aussi de sûreté et de souveraineté. Mais on pourra approfondir sur les questions. Et le dernier point, pour finir sur une note dramatique, c'est effectivement ces scénarios de terrorisme à bord de navires de croisière notamment, hein, ce que je suis permis d'appeler le Bataclan-sur-Mer. Donc effectivement, comment on peut prêter secours à des équipages en perdition au loin de nos côtes. Donc là aussi, vous voyez les problématiques de moyens, les problématiques de souveraineté et la problématique aussi d'analyse du risque sur les flux logistiques internationaux qui passent bien évidemment par la mer. Alors s'il n'y a pas de questions de manière immédiate, je vous propose une dernière escale, c'est notre port d'arrivée. Là, je vous ai brossé un portrait assez concret sur un certain nombre de menaces. On pourrait approfondir si vous le souhaitez, mais en tout cas, ça vous donne déjà une sorte de grille de lecture et quelques matérialisations. Je voudrais finir avec cette dernière escale en abordant, face à ce constat un peu dramatique, quelle réponse apporter à ces menaces qui ne vont cesser de grandir à l'avenir. Donc je reprécise, je n'ai pas abordé les menaces, on va dire, interétatiques, militaires, qui appellent une réponse militaire. J'ai abordé un acteur que je pense qui est actif au milieu des relations internationales, le crime organisé, qui est une notion effectivement qui est très floue, mais qui malheureusement n'a signé aucune des conventions internationales, quelles qu'elles soient, et qui nous impacte de différentes manières. Premier trouble, on va dire, premier trouble porté à l'ordre public socio-économique dans ce village global, c'est toutes ces menaces sur les supply chains, les chaînes d'approvisionnement globalisées. Donc vous avez vu que tout passe par la mer, par des navires de plus en plus gros, avec des parcours maritimes de plus en plus impressionnants.
Finalement, le monde, c'est un grand village. On va d'une escale à l'autre, réunis par un trait maritime. Mais si on bloque l'une de ces artères mondiales, ben on bloque le monde. Regardez juste cette image de ce porte-conteneur bloqué en mai 2021 dans le canal de Suez. Juste ça, un coup de vent, le bateau se met de travers, le sable immobilise le navire, et combien de temps on a mis à le sortir? Le gigantisme, et qui a payé le retard de livraison de tout ce qu'il y avait à bord de ce navire, et qui a payé, quel est le coût de l'incapacité à franchir ce canal, et donc à imposer un détour par le sud de l'Afrique. Le chaos économique, finalement, il tient à pas grand-chose. Il y a la pandémie, mais il y a aussi éventuellement un bateau qui coince, qui bloque sur un point de passage obligé. Deuxième enjeu que je trouve intéressant, c'est l'atteinte à la souveraineté, notamment pour la France avec ses outre-mer. Comment je m'assure qu'on n'aille pas pêcher mes poissons au large de la Guyane? Comment je peux m'en assurer? Comment je peux l'assurer de la même manière sur les hauts fonds de Bélep au nord de la Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française? Et on peut décliner des exemples sur d'autres thématiques. Le troisième élément, c'est aussi, encore une fois, une petite déformation professionnelle, mais la mer, d'un point de vue commercial, possède un effet démultiplicateur. Le transport maritime, jusqu'à quelques mois, ne coûtait pas très cher. Alors, ce qui se dit dans le milieu de la logistique, le coût d'expédition d'un conteneur de Shanghai au Havre est équivalent à sa manutention entre le Havre et le port fluvial de Paris. Donc ça coûte pas cher. Maintenant, ça a augmenté avec les cours des matières premières et la pénurie de navires et de conteneurs. Mais à la base, le transport maritime ne coûte pas cher. Il est globalisé, il est massifié. 20 000 boîtes sur un navire, 40 jours de mer pour faire Shanghai-Le Havre. Finalement, c'est plus rentable qu'un train ou qu'un avion. Donc il y a un effet de levier. Cet effet de levier, cet effet démultiplicateur, est aussi utilisé par les organisations criminelles qui, elles, pour le coup, ne payent rien. Lorsqu'on met un sac de sport dans un conteneur, un sac de sport contenant de la cocaïne dans un conteneur, ou lorsque j'envoie des plongeurs sous l'eau, dans les grilles, dans les puits du navire, insérer des sacs de sport remplis de cocaïne, ça leur coûte rien, il y a un gros risque, mais finalement ça coûte pas grand-chose et ça a toutes les chances de fonctionner. Donc ça a aussi un effet démultiplicateur pour les organisations criminelles, pour finalement l'épanouissement de ce que j'appelle là aussi un capitalisme criminel. Il y a un système économique illicite qui bénéficie aussi des avancées de la maritimisation. Alors dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors quelques niveaux d'appréciation. Tout d'abord au niveau national. Donc la France, première puissance maritime, on a une marine de premier rang, on a des affaires maritimes, on a un certain nombre d'organisations qui ont été mises en place pour protéger nos zones. Se pose la question des moyens. Donc là, les élections approchent, donc on va discuter aussi des budgets des différents ministères. Il y a une solution française qui est assez originale. On a donné dans les mains d'un seul homme, qui est un officier de marine, ce qu'on appelle le préfet maritime, comme le préfet de Paris, sauf que là, c'est un officier de la marine nationale qui, à Brest, par exemple, du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole, est responsable de l'ordre public sur la mer territoriale et aussi sur la zone économique exclusive. Et il dispose de moyens de l'État, donc marine nationale, les douanes, les affaires maritimes, la gendarmerie maritime, pour veiller sur la sûreté et le respect des lois françaises sur cet espace. Mais dans cette approche, donc moi ce qu'il faut essayer de voir, c'est effectivement on ne vit pas en mer. L'homme est un homme, l'être humain vit à terre, donc il faut essayer d'avoir une approche de la sécurité terrestre plus profonde en intégrant l'environnement maritime. Donc ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Et à l'inverse, mais il faut que les acteurs maritimes comprennent les interactions avec la Terre. Donc avoir un double regard. On a habituellement un regard centré à partir de la Terre. Et là, donc, cette approche-là nous invite à avoir un regard, ce que j'appelle thalassocentré, prendre le large pour essayer de comprendre nos équilibres. Et lorsque vous étudiez dans vos sujets, des sujets maritimes, bah,
quittez votre point de vue terrestre, quittez le lycée Blomet, allez au large, hein, sur un voilier ou sur un porte-conteneur, et essayez de voir comment appréhender ces espaces terrestres, le continent européen par exemple. Donc il faut arriver, ce que j'appelle moi une sorte de fertilisation croisée du renseignement, échanger, le valoriser, le terrien écoute le maritime écoute le terrien, et cette approche un peu nouvelle doit nous permettre de mieux appréhender les enjeux de sûreté, mais aussi de souveraineté. Deuxièmement, au niveau européen, donc on a bien vu que là aussi il y a une gestion de ces espaces qui se font au niveau européen. Il y a un certain nombre d'outils, et donc là je vais vous donner un certain nombre d'organismes qui existent, sans rentrer dans les détails, puisque l'Europe agit, en tout cas fédère un certain nombre de capacités opérationnelles, notamment dans le golfe de Guinée, mais aussi dans la zone, dans l'espace Indo-Pacifique, qui est un espace stratégique majeur actuellement, dans le cadre de task force. Donc on va mutualiser des marines nationales pour parvenir à sécuriser des artères de transport maritime qui sont vitales pour nos économies et notre souveraineté. Donc quelques noms d'outils. Donc il y a l'agence Frontex, dont vous avez probablement entendu parler, qui est une agence qui protège les frontières extérieures. Donc les frontières de l'espace Schengen, donc de l'espace européen, sont aussi maritimes. Donc là, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, mais aussi les sujets de l'immigration par voie maritime. Donc Frontex joue un rôle dans ce domaine-là. Il y a aussi des agences européennes qui sécurisent les espaces maritimes européens. Je vais en citer une, c'est l'EMSA. C'est une agence européenne qui est en charge de la sécurité maritime. Lorsque mon vraquier libérien arrive dans les eaux territoriales françaises, donc dans l'espace européen, mais cette agence a des logiciels qui nous permettent de voir si ce bateau est en état de marche. En clair, si le contrôle technique de ce navire est à jour. Et donc ça se fait à l'échelle européenne. Il y en aurait plein d'autres, mais on va rester sur ces données-là. Ensuite, il y a des outils à l'échelle internationale, au-delà de l'Europe. Donc il y a un mot, alors je ne l'ai pas prononcé, mais je vais le prononcer, c'est l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI. C'est elle, effectivement, qui prend en charge, qui anime les conventions internationales relatives aux droits de la mer, donc la Convention de Montego Bay, mais aussi d'autres conventions plus localisées ou plus thématiques. Eh bien, l'Organisation Maritime Internationale va les prendre en compte. On a aussi des organisations internationales qui s'occupent, qui relient les douanes entre elles. Donc là, ça va être intéressant, puisque un flux maritime, il va partir par exemple du continent asiatique pour rejoindre l'Europe. Donc il faut qu'il y ait une coordination dans les législations douanières. Hein, on est bien dans un monde, dans un village global. Donc il y a cette coordination qui est faite par des organisations aussi internationales. Et enfin, une question qu'on peut se poser, ça sera peut-être ma conclusion. Est-ce que le droit de la mer, donc je vous ai parlé de la Convention de Montego Bay, qui régit les rapports des acteurs du monde de la mer, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce texte est encore d'actualité? Est-ce qu'il répond à nos problématiques? Est-ce qu'il est mis à jour de manière régulière, de manière à prendre en compte l'évolution de la menace? Alors souvenez-vous de mon introduction, donc on revient à notre port de départ, là, sur les pontons. J'évoquais la Convention de Montego Bay, ratifiée, elle est signée en 82, ratifiée en 94. Alors, je n'ai pas évoqué les années ou les dizaines d'années qu'il a fallu pour produire un texte et mettre tout le monde d'accord. Donc vous voyez, ces textes, ces conventions internationales ont une inertie qui est assez lourde, pire que celle d'un porte-conteneur, c'est extrêmement lourd. Elle est l'enjeu de compromis et de consensus au niveau international. Et finalement, est-ce que cette convention est encore d'actualité? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Est-ce qu'elle ne reflète pas une période qui est finalement révolue, qui est celle de la guerre froide? Alors ça vous paraît de la préhistoire peut-être aujourd'hui, mais cette convention, elle est très marquée guerre froide. Juste un exemple. Lorsqu'on relie un certain nombre d'interdictions ou d'autorisations sur la mer qui est par définition un espace de liberté, ben, on sent bien les guerres entre les sous-marins russes et les sous-marins américains. Un sous-marin russe, par exemple, soviétique et américain. Aujourd'hui, si un sous-marin russe de la mer, qui veut franchir la Manche,
entre la France et l'Angleterre. Donc il n'y a pas de mer, il n'y a pas de haute mer, puisque la distance entre les côtes françaises et les côtes britanniques sont trop réduites pour qu'on ait nos 22 milles nautiques chacun. Donc on a tracé une ligne au milieu de manière à permettre à ce que chacun ait un espace de souveraineté. Un sous-marin russe peut-il passer à travers ces eaux-là? Peut-il passer au large de Dunkerque, entre Douvres et Dunkerque? Oui ou non? Alors certains disent non de la tête, eh bien si, il peut passer. La mer, c'est un espace de liberté. Il a le droit, mais par contre, il n'est pas au fond de l'eau. Il est forcément de manière apparente, donc le kiosque, donc la partie supérieure, la petite tourelle là, du sous-marin doit être apparente. Voilà, donc espace de liberté, il y a des règles, donc on peut le faire, mais ce sous-marin, je me replace dans le contexte de la guerre froide, ce sous-marin soviétique et aujourd'hui russe, ne peut pas éventuellement faire du brouillage, donc c'est les termes de la Convention, ne peut pas brouiller les ondes électromagnétiques sur les côtes françaises, et ne peut pas aussi émettre d'émissions qu'on pourrait qualifier de conspirationnistes à l'égard de l'État français, vantant les mérites d'une autre puissance. Donc ça, c'est interdit par la Convention internationale. Donc on sent que c'est très marqué un petit peu le teinté guerre froide. Et lorsqu'il y a eu la guerre froide, il y avait beaucoup de forces militaires qui croisaient dans tous les espaces maritimes. La fin de la guerre froide a signifié un rétrécissement des effectifs des forces armées à l'échelle du monde. Donc moins de présence, on va dire, militaire, policière sur ces espaces qui sont conséquents. Et donc l'émergence aussi d'organisations criminelles, donc du crime organisé qui a exploité cette avancée en termes de liberté de déplacement, liberté de mouvement, pour émerger et pour prospérer. Mais cet acteur, donc, bien évidemment, ne signe pas les conventions internationales, mais a-t-il été pris en compte dans ces textes-là? On s'aperçoit que la piraterie, oui, mais sur d'autres aspects, effectivement, il est aussi assez absent. Et donc, les défis qu'on a demain en matière de sécurité maritime, de souveraineté, d'exercice de la souveraineté sur ces espaces aussi, c'est la prise en compte de nouveaux acteurs, d'acteurs que je pourrais qualifier d'hybrides, des acteurs mixtes qui sont aussi, on va dire, gris, qui sont ni blancs ni noirs, ils sont entre les deux, interlopes, qui vont jouer de toutes les facilités de la libéralisation et de la maritimisation actuellement, et qui vont nous tromper sur le légal, l'illégal. L'exemple, un bateau de pêche, il peut avoir un côté légal, m'effiler dans la mer et je récupère du poisson, mais il peut aussi être aussi un vecteur pour transporter des produits illicites. Par exemple, donc, hein, le mélange, l'hybridation entre le légal et l'illégal, entre le civil, le militaire, l'État et le privé, donc tout ça est à observer aussi avec attention. Et donc en fait, cette nouvelle menace casse les codes habituels, les bons, les méchants, et nous invite à un peu plus de finesse d'analyse. Et donc c'est là où l'analyse, Monsieur Verluis ne m'a pas payé pour tenir ce langage-là, mais l'analyse géographique, l'analyse de l'histoire, bref, la géopolitique ou la thalassopolitique sont quand même des lumières extrêmement intéressantes pour bien comprendre ces mécanismes-là et apprécier ces situations qui sont toutes extrêmement complexes et qui nécessitent finalement des approches différenciées, globales, avec pluridisciplinaires finalement, pour apprécier du mieux possible ces évolutions que permettent la libéralisation et ce marché global dans lequel nous vivons. Voilà, j'espère avoir tenu le timing. Est-ce que si aujourd'hui un sous-marin, même en étant un fleur d'eau placé au large de Dunkerque, ce serait perçu par l'État français comme un acte provocateur ou un peu agressif? Alors, déjà, les conventions internationales doivent s'appliquer, donc le sous-marinier et l'équipage du sous-marin russe ou d'une autre nation l'appliquent, et en général, c'est ce qui est fait. Et par contre, je vous invite à regarder, je crois que c'est en mer de Chine, en mer de Chine, précisément. Voilà. Il me manque encore des cours en mer de Chine. Vous avez vu, il y a des navires français qui sont allés dans cet espace qui est une sorte de mer Méditerranée chinoise, et donc ça
provoquer quelques préventions du côté chinois. Donc vous voyez, et là aussi c'est toute la mission de la marine française, qui est aussi de montrer que les espaces maritimes, ce sont des espaces de liberté, et donc, de manière non provocante, mais en appliquant les consignes du droit international, les bâtiments français se rendent partout où elles peuvent y aller. Mais néanmoins, ça peut être effectivement perçu comme une agression étatique. Et lorsqu'un navire français, ou un navire d'État, quel que soit son pavillon, croise dans différentes eaux, c'est aussi un message de diplomatie qui est adressé au pays, à l'État côtier qu'on traverse. Donc effectivement, il y a une diplomatie aussi maritime qui passe par des vecteurs maritimes militaires qui sont aussi une expression d'une puissance étatique. Voilà. Merci. Autre question? Oui. Monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Parlez fort s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Tout à l'heure vous avez parlé de menaces cyber. Oui. Je voulais savoir si c'était possible de s'attaquer physiquement aux installations informatiques dans la... Alors, question. Reformuler la question. Oui, c'est une question extrêmement intéressante posée par votre camarade. Donc, il évoquait la problématique des cybermenaces maritimes en évoquant le sujet de la menace physique exercée sur finalement les tuyaux qui traversent les océans. Alors, c'est un sujet qui est un sujet d'expert que je ne maîtrise assez peu, mais je vais donner quelques éléments de réponse. Donc effectivement, il y a des câbles qui sillonnent tous les océans du monde. On a des câbles sous-marins qui sont posés au fond des espaces maritimes et qui transmettent ces données-là avec deux points de vulnérabilité que vous avez compris, qui sont ce qu'on appelle les atterrages, le lien entre la terre et la mer. Donc sur la plage, il y a un espace dans lequel le câble sous-marin va être relié à une installation terrestre. Donc là, j'imagine que ce sont des lieux gardés, secrets et dissimulés. Après, on peut toujours imaginer des interventions sous l'eau qui sont complexes et qui nécessitent là aussi une véritable organisation, étatique ou non, mais en tout cas une véritable organisation. Il y aura probablement des protections que j'ignore et sur lesquelles les gens s'étendent finalement assez peu. Mais je retiens un exemple, je crois que je ne réponds pas exactement à votre question, je suis désolé. Je vais être sur les effets. Il y a quelques années, me semble-t-il, il y a un bateau de pêche qui a laissé traîner ses filets en Méditerranée. Et il a effectivement eu un gros poisson qui était un câble. Et ce câble a été arraché. Et donc, une partie du Maghreb a été privée de ce moyen-là. Donc, alors là, c'est accidentel, mais ça peut être aussi intentionnel, malveillant. Donc, effectivement, ça peut être aussi une menace, mais je pense qui est assez peu probablement, peut-être, mais qui nécessite une organisation extrêmement complexe pour pouvoir survenir. Et puis, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est récupérer de la donnée. Et finalement, de la donnée, alors moi je le vois d'un point de vue terrestre, la donnée, elle est accessible partout. Et il n'y a pas besoin de payer des plongeurs avec des robots, des ROV, qui vont aller en haute profondeur avec beaucoup de risques physiques pour récupérer ces données. Il y a d'énormes capacités actuellement, très simples, pour intercepter de la donnée et ensuite l'exploiter. Voilà. On a vu que certains États, notamment enclavés, avaient ressenti des difficultés à s'intégrer dans la mondialisation. Est-ce que les organisations criminelles de ces États enclavés, par contre, se sont justement adaptés au fait de la maritimisation de leur activité? Alors, donc, excellente question, une notion que je n'ai pas évoquée, mais qu'on peut évoquer au détour de cette question. Effectivement, donc j'ai évoqué la notion d'État côtier, mais il y a aussi des États enclavés, et ces deux termes figurent dans la Convention de Montego Bay. L'État enclavé, c'est typiquement l'Autriche ou la Suisse. Mais bon, ils ont le droit d'avoir un pavillon maritime, ils ont des marins, et ils ont des flottes à travers le monde. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce que des organisations criminelles d'États enclavés peuvent éventuellement avoir recours aux vecteurs maritimes? Alors, je vais parler un petit peu de ma petite expérience et de mes recherches, notamment. Je prends l'exemple, excusez-moi, je suis un peu focalisé dessus actuellement, sur le narcotrafic maritime, qui je trouve est un bon exemple. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que des Tchèques, on va changer d'État, est-ce que des Tchèques peuvent aller en Colombie, acheter du produit et le ramener, alors, je vais plutôt prendre des Serbes, puisqu'il y a des cas concrets et récents. Est-ce que les Serbes, qui pour moi sont en état enclavé,
il me semble bien, voilà, confirmation de... Donc, est-ce que des organisations criminelles serbes peuvent aller en Colombie ou en Bolivie, aller chercher de la cocaïne et l'amener chez eux? Ce que j'ai observé d'expérience, c'est que le moteur du crime organisé, c'est l'argent, et l'argent, finalement, donne des ailes à tout le monde. Et finalement, qu'est-ce qu'on demande à ces organisations criminelles? C'est à minima d'avoir un contact chez un producteur, éventuellement un deuxième contact, des contacts dans des membres d'une organisation logistique, qui vont prendre le colis, le mettre sur une pirogue ou sur un porte-conteneur ou un autre navire de commerce. Et ensuite, il y a le travail de la récupération du produit. Donc le conteneur peut effectivement être débarqué au port du Havre, et ensuite des vecteurs routiers ou ferroviaires vont l'amener à Belgrade d'une manière ou d'une autre, et ensuite vont pouvoir le récupérer. Ce qu'on observe, c'est que les organisations criminelles ne vont pas affréter un conteneur à leur nom, ils vont juste casser le cadenas du conteneur et intégrer leur sac ou leur contenant, et ensuite ils vont le récupérer avant que le destinataire légitime puisse récupérer son produit. Donc en fait, de toute manière, que le pays soit enclavé ou non, ça ne change strictement rien. Les flux passent à travers partout. De toute façon, le flux criminel est le même que le flux de la logistique internationale. C'est un travail de fourmi qui est remarquable et qui arrive à ses fins, quel que soit le pays de destination. Et en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie toutes ces questions maritimes, c'est aussi de voir comment fonctionne notre économie. Notre économie, elle est basée sur de la logistique. Bon, elle passe à un moment donné par de la logistique physique, et dès qu'on voit les progrès au niveau international de tous ces flux, et là je reprends mon obsession avec la feuille de coca produite en altitude en Bolivie, qui arrive à Paris sous une forme d'une poudre blanche, c'était un travail de fourmi conséquent. Il y a je sais pas combien, une dizaine d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est fabuleux, je veux dire, la logistique aujourd'hui, elle est quand même extraordinaire. Donc il y a des failles et elles sont exploitées par les organisations criminelles. Une autre question? Madame? De parler du fait de confort. Oui. Comment est-ce que vous communiquez comme ce phénomène en fait, dans les ports français? Alors la question de Madame rentre un peu plus dans le détail de la logistique portuaire, on va dire. Donc en fait, la question qui est posée, c'est la technique du rip-on, rip-off, c'est-à-dire que les malfaiteurs pénètrent dans le conteneur à l'insu des acteurs logistiques, et ils mettent leur sac de sport ou n'importe quel type de produit d'ailleurs à l'intérieur. Et la question qui est posée, c'est comment on lutte contre ça. Alors là aussi, j'ai juste reprendre une image qui circule au sein de l'Organisation mondiale des douanes. 2% des conteneurs sont contrôlés. Donc on va reprendre mon exemple très physique, là, le train. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. Donc ce qui peut être contrôlé, en clair, c'est du parvis de Notre-Dame de Paris jusqu'à la porte d'Orléans, ou la porte de Vanves ou de Versailles. Le reste, c'est pas contrôlé. Deuxième observation, toute cette logistique obéit à un certain nombre de règles douanières, donc des papiers à remplir, des déclarations. Sur les conteneurs, sur les manifestes marchandises, c'est écrit en gros « said to be declared », donc prétendu être déclaré. Il n'y a pas de vérification de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'enjeu, et c'est pour ça que j'ai évoqué, souvent dans mon propos, j'ai évoqué le terme gigantisme. Alors j'ai pas pu projeter cette image, mais vous regardez les porte-conteneurs de la CMA-CGM par exemple, bah dedans je peux mettre quasiment 2 porte-avions Charles de Gaulle dedans. Je vous dis pas le nombre d'Airbus, des gros Airbus, il y en a plusieurs qui rentrent à l'intérieur. On est dans un autre monde. La zone économique exclusive, c'est Paris-Rennes. Vous voyez ici, en TGV, en allant vite, on met 1h30. Donc vous imaginez avec un bateau un navire qui n'a pas une vitesse de croisière de 150 km/h. Donc en fait, on est face au gigantisme des espaces, gigantisme des produits transportés par voie maritime. Alors, je ne sais pas le nombre de conteneurs qui passent à travers les ports, mais ne serait-ce qu'un qui arrive au Havre, 20 000 boîtes. Et des bateaux, il y en a plusieurs qui arrivent par jour au port du Havre. Donc on est face à un gigantisme, et là, je ne vais pas dire que le combat est perdu, mais il y a un véritable défi, sur le contrôle des espaces, mais aussi des flux maritimes. Et c'est bien ça aujourd'hui l'enjeu de la maritimisation et de ce phénomène qui est effectivement irréversible,
mais qui est très impressionnant et qui nous fait perdre la tête. En tout cas, l'esprit humain, je pense, est perdu. Merci pour toutes ces questions. Pour aller dans le fil, une question complémentaire. Voici peu un quotidien français s'est inquiété de l'arrivée des mafias dans les ports des Pays-Bas, alors que, sans être spécialiste de ces questions, il me semble que ça fait un certain temps que les ports des Pays-Bas sont utilisés pour des trafics illégaux. Alors ma question est la suivante, depuis quand et comment les organisations criminelles utilisent-elles les grands ports des Pays-Bas pour importer des drogues en Europe? Et n'a-t-on pas laissé pendant plusieurs années, peut-être plus d'une décennie, voire deux, ces organisations criminelles profiter d'un faible niveau de contrôle douanier pour se réveiller finalement quand il est trop tard? Et finalement, derrière tout ça, dernière question dans la question, est-ce que c'est pas par soit aveuglement, si je suis naïf, soit par pur intérêt financier, qu'on a choisi de fermer les yeux en se disant que finalement l'important c'est de faire du cash? Alors c'est une deuxième conférence qu'on entame, dommage. Et j'imagine les sujets que vous avez à traiter, parce que s'il y a des questions dans la question de la question, c'est un peu désespérant. Alors j'essaie de répondre à tout ce qui a été dit. Alors effectivement, c'est... alors historiquement, alors, je ne vais pas remonter trop loin non plus. Alors, je prends l'exemple de la cocaïne, après on pourra aborder d'autres sujets, mais je maîtrise mieux actuellement la cocaïne. Non pas que je suis un consommateur régulier, je ne ferai pas d'aveu là-dessus, mais c'est vraiment un sujet intéressant parce que l'Amérique du Sud, c'est l'aspect océanique, et il y a des flux intéressants avec l'Europe. Alors au début, la cocaïne est arrivée en Espagne, puisqu'en fait, les Colombiens produisaient la cocaïne, mais n'étaient pas des marchands, des commerçants. Ils ont utilisé les Mexicains qui ont pénétré le marché européen, dans un premier temps. Ils étaient payés en cash et en produits. Et au bout d'un moment, les Mexicains ont eu leur autonomie et se sont débrouillés de manière autonome. Et les Colombiens ont commencé à faire des trafics avec l'Espagne, qui est effectivement le port le plus proche. C'est finalement, après Carthagène, les ports de Vigo sont le port d'à côté, finalement, c'est l'escale d'après, juste d'après. Ils ont commencé à faire ça. Des mafias européennes sont venues s'agglomérer aux Colombiens, donc les Galiciens de mémoire, la Ndrangheta aussi est venue, tout ça s'est retrouvé dans des maisons d'arrêt espagnoles, et puis tout ça a pris un peu d'ampleur. Et ensuite, d'autres acteurs européens sont venus s'implanter en Amérique du Sud et ont utilisé des flux maritimes plus conséquents. Alors, c'est parce que c'était les Pays-Bas qui sont allés aux Pays-Bas, mais c'est que les plus grands ports européens étaient effectivement aux Pays-Bas. Ils ont utilisé ces flux naturels, Amérique du Sud notamment, jusqu'au pays, chez nos amis bataves. Et ensuite, ça s'est un peu répandu comme une véritable tache d'huile dans les pays d'arrivée. Donc depuis quand, je pense, c'est vraiment au début des... Alors, il y a différents facteurs qui interfèrent bien évidemment là-dessus. Il y a les progrès du transport maritime. Il y a la situation aussi intérieure en Colombie. Effectivement, il y a une libéralisation. Il y a eu un certain nombre d'étapes dans les relations entre les FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, qui maîtrisaient une partie de la production de la coca, et les autorités colombiennes. Et derrière, le grand frère américain qui est aussi intervenu. Et ensuite, donc le développement du trafic maritime. Et donc maintenant, effectivement, Rotterdam est l'une des plaques tournantes, parce que là aussi, il y a le plus grand des flux. Laisse-t-on faire? Alors là aussi, une question dès qu'on voit le prix de la cocaïne, bon, on va comparer, c'est toute une histoire aussi de revenus. Quel est le salaire d'un docker, ou d'un policier, ou d'un douanier? Et qu'est-ce que l'organisation criminelle peut me donner en contrepartie? C'est-à-dire que finalement, le transport de mon sac de sport, là, de mes 100 kilos de cocaïne, ça va mettre 100, 200 jours, 300 jours, 1 an, entre le départ de Bolivie ou du Pérou ou de la Colombie pour arriver au port de Rotterdam ou au port du Havre. Donc pour l'organisation criminelle qui investit dessus, il y a une très forte tension et il y a une promesse de gain qui est colossale. La cocaïne étant plus chère, alors je ne fais pas de la publicité, mais étant plus chère en Europe qu'aux États-Unis, et puis là c'est de la pure, entre guillemets, ils vont la recouper, les organisations criminelles européennes vont la recouper, donc en fait le profit, c'est des centaines de millions d'euros par sac de sport. Et donc si je paye mon docker 20 ou 40 000 euros, c'est quoi finalement par rapport à la masse d'argent, ma promesse de gain que me donnera cette quantité de produits?
Donc derrière tout ça, et c'est aussi un terme que j'ai employé en définissant le crime organisé, j'ai parlé de corruption. Le crime organisé a un pouvoir corruptif. Ces acteurs économiques illicites payent beaucoup mieux que l'État français, ou l'État néerlandais, ou n'importe quelle structure d'État. Ça, c'est un premier élément de réponse. Quelle force on a à résister à ça? Regardez la situation sud de l'Espagne actuellement, il y a de très fortes poussées cannabis, cocaïne et héroïne sur la partie tout au sud de l'Espagne. Vous prenez Algésiras, c'est pas très loin de Tanger, de l'autre côté de Gibraltar. Les policiers et la garde civile espagnole, les effectifs sont renouvelés de manière très régulière. Ils ne font pas 4 ans là-bas. Hein. Ils font quelques mois et ils reviennent un peu plus au nord pour éviter justement qu'il y ait une collusion et que la tentation soit aussi trop forte. Et dans la question de la question qu'on peut se poser, c'est finalement que pèse l'État face à ces trafics-là. Et en reformulant la question, et remettez-vous en tête ce que j'ai dit, est-ce que le crime organisé n'est pas aussi un acteur des relations internationales? Moi, la question, ce qui me vient en tête, c'est quel est le poids de l'État, quel qu'il soit, par rapport à des multinationales du crime qui ont un budget qui parfois qui équivaut aux dettes de nos États finalement occidentaux. Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre une puissance qui a un pouvoir de séduction qui est colossal, qui n'est pas imposé, qui ne paye pas de charges sociales, qui ne paye pas le transport, etc. Donc effectivement, il y a une sorte d'asymétrie et de concurrence assez déloyale et illégale. Donc effectivement, il y a une difficulté qui est intrinsèque. Est-ce qu'on laisse faire? Mon droit de réserve m'interdit de dire que les États subventionnent et s'arrangent avec ces acteurs-là. Mon métier, c'est justement de lutter contre tout ça, donc je ne dévierai pas de mon axe personnel. Mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Que pèse l'État? Quelle est la velléité de l'État? Est-ce qu'il y a une composition avec ces acteurs-là qui sont de plus en plus forts, qui ont un pouvoir corruptif extrêmement important? Là aussi, imaginez dans les flux financiers, dans les flux physiques, je pars du Brésil, j'ai une zone de rebond souvent dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Donc là aussi, j'arrive dans des ports à Dakar, j'arrive dans d'autres ports à Conakry, là, en Guinée. Moi, je viens avec une laisse de billets. Est-ce que le douanier ou le policier là-bas, ou le gendarme, ne va-t-il pas succomber à la tentation, entre guillemets? Effectivement, ce sont des questions aussi d'équilibre. Et l'argument, on pourrait aussi faire une géopolitique de la finance dans tout ça, qui serait peut-être aussi un moyen de comprendre aussi le fonctionnement des relations internationales par l'appât du gain, par le cash, et effectivement le pouvoir corrupteur de l'argent dans les relations internationales. Effectivement, c'est pas toujours évoqué, mais je pense que c'est un sujet intéressant. En tout cas, c'est une approche que j'ai de plus en plus. Là aussi, petite déformation professionnelle, lorsqu'on travaille sur la délinquance financière, effectivement, on voit que l'acteur de la finance, l'argent, qui d'ailleurs échappe de plus en plus à l'État, c'est pour ça que l'État n'est-il pas complètement disqualifié? Juste un exemple, on me disait que l'État, c'était, ce que j'ai appris, battre monnaie, battre pavillon notamment. Finalement, on peut se passer des euros, je paye en cryptoactifs, en bitcoins ou autre monnaie. J'ai plus besoin de l'État français, j'ai plus besoin d'une banque, j'ai plus besoin de la bourse ou des autorités, des autorités financières. Donc finalement, au travers de ce qu'on vient de se dire depuis une heure, ça vous invite aussi à remettre en cause aussi certains acquis sur l'approche des relations internationales avec un nouveau prisme, en vous disant qu'il y a d'autres acteurs, il n'y a pas que les bleus et les rouges, il y a d'autres acteurs gris entre les deux qui ont aussi un impact et qui peuvent aussi modifier les équilibres et les rapports entre États, voire être instrumentalisés par les bleus ou par les rouges en fonction des circonstances. Merci beaucoup, mon colonel.